Bonsoir à tous. Quand on m'a demandé, quand les organisateurs m'ont demandé de parler de la rupture, je me suis dit, mais ils sont complètement fous. Un sujet comme ça, c'est immense, et un sujet sur l'agroalimentaire, c'est encore plus difficile. Alors, rapidement, la rupture, c'est une idée, un concept complètement nouveau qui va changer votre vie, qui peut même la perturber profondément. Ça peut être un produit, ça peut être un service, ça peut être une œuvre collective, une œuvre artistique. En tout cas, c'est quelque chose qui va modifier durablement et définitivement un mode de vie, comme par exemple l'ordinateur, le téléphone portable. Alors, j'aurais pu vous parler de tonnes d'exemples de produits à venir en agroalimentaire qui pourraient être l'occasion de ruptures importantes dans notre mode de vie. Mais j'ai préféré aborder la rupture sous un angle différent, la rupture en termes de rupture dans la rupture. Je m'explique, et c'est un goût que j'ai particulièrement pour avancer à contre-courant. Il est bon parfois de s'opposer à certaines choses qui semblent évidentes et qui ne souffrent d'aucun débat. Et je vous propose de faire un débat sur des objets qui semblent n'avoir aucune possibilité de débat. Alors, cette idée, elle m'est venue d'un livre qui est sorti très récemment. C'est un livre au départ de Sarah Schulman sur la gentrification des esprits, gentrification of mind, et qui parle en fait des changements à New York, notamment dans la communauté gay, avec des habitants d'un quartier populaire qui se sont vus d'abord délogés d'un point de vue économique, mais aussi tout un esprit très entreprenant, très innovant, qui s'est fait remplacer par des mentalités beaucoup plus conformistes. Et je me suis posé la question, est-ce que les réformes qu'on nous annonce dans l'agroalimentaire, dans l'agronomie et l'alimentaire, ne sont-elles pas l'objet aussi d'une forme de gentrification? Est-ce qu'on n'oublie pas certains concepts de base ou une partie de la population? Alors, je vais m'appuyer sur trois choses qui sont des changements annoncés et probablement peu discutables: le circuit court, l'agroécologie et l'alimentation industrielle, qui semble être la pire des choses qu'on puisse offrir à l'humanité en termes d'alimentation. Alors, je vais m'intéresser d'abord, pour commencer, au circuit court. Alors, les circuits courts, c'est quoi? C'est éviter qu'un camion se balade dans toute l'Europe ou voire dans le monde entier et qu'il alimente un circuit de distribution très long, très coûteux en énergie, et passer par des circuits beaucoup plus courts. Alors, il semblerait que ça permette un gain, a priori, de pouvoir d'achat aux consommateurs. Il semblerait qu'on offre des revenus accrus à l'agriculteur. Il semblerait qu'on offre la possibilité de création d'emplois locaux. Et enfin, on aura un impact très important sur l'environnement. Alors, sans en remettre en cause la validité de pas mal de concepts, je m'intéresserai en particulier sur le dernier point, qui est l'impact environnemental. Alors, j'aurais pu vous prendre comme exemple, par exemple, ici, la Suède, avec les tomates suédoises, ou les fraises d'Écosse. Et j'aurais pu vous démontrer, à l'aide de publications scientifiques, qu'on a démontré qu'il était plus intéressant d'importer des tomates d'Espagne que de produire des tomates en Suède, ou d'importer des fraises d'Italie plutôt que de consommer des fraises écossaises. Vous allez me dire, c'est un peu caricatural, vous prenez un exemple très septentrional. Alors du coup, je vous propose de rester entre le 48e nord de latitude et le 47e nord. Alors ça correspond entre Reims et Beaune, vous voyez, on est à peu près dedans. Et on va commencer par l'Autriche. Et je vais rester sur ma tomate. Pourquoi? Parce que c'est un fruit-légume qui est probablement le fruit-légume préféré au monde. On a du mal à s'en passer, on en trouve partout, sous toutes les formes. Et je vous montre un premier... c'est le fruit d'une publication très récente, 2014, voilà, vous avez dans Agronomy Sustainable Development. Et on voit qu'un circuit très court, 6 km de la zone de consommation, dans une agriculture ultramoderne, en serre chauffée sur substrat artificiel, on a un impact de réchauffement climatique en équivalent CO2 qui est bien supérieur à des tomates importées d'Italie ou d'Espagne. Alors effectivement, si on regarde l'agriculture biologique d'une tomate produite en plein été, en serre non chauffée en Autriche, on a effectivement un impact environnemental en termes de capacité de réchauffement climatique qui est très faible. Mais regardez bien l'exemple italien, il est assez marquant. Si vous regardez en bleu, c'est l'emballage. En fait, l'emballage des tomates italiennes, c'est celle qui apporte le plus d'impact environnemental. Mais si vous enlevez l'emballage extraordinairement coûteux et que vous comparez uniquement l'aspect transport et l'aspect agricole, vous voyez que l'écart n'est pas si extraordinaire. Et ce, pourtant, malgré 1600 km de voyage des tomates en plein champ italiennes. Donc,
En fait, cette analyse, c'est pour vous montrer qu'il faut faire très attention. Le circuit court, oui, mais ça dépend de quoi? Du mode de production, ça dépend de l'emballage. Si vous faites du circuit court, mais vous emballez avec des emballages extrêmement coûteux, si vous faites un mode de culture qui n'est pas effectivement attentif, notamment à la dépense énergétique, vous allez vous trouver dans un circuit court qui n'est en fait pas du tout intéressant. Alors, on va prendre maintenant un exemple français, qui est l'alimentation de vaches pour la production de lait. Alors, c'est un exemple qui a été... cet exemple, il vient de collègues d'AgroParisTech qui ont publié en 2009 dans le Journal Clean Up Production, et ils ont démontré que, et pour l'impact de réchauffement climatique en équivalent CO2 produit et pour l'acidification des pluies en équivalent de dioxyde de soufre, alimenter des vaches pour produire du lait avec du soja importé du Brésil a un impact environnemental inférieur à des tourteaux de soja, des tourteaux de colza importés, produits en France. Donc, ces deux exemples pour vous montrer que quand on parle de circuit court, il ne faut pas uniquement regarder le transport, qui effectivement a un coût énergétique, il faut regarder globalement l'ensemble des dépenses, et effectivement, la manière dont vous produisez peut avoir des impacts considérables en termes de réchauffement climatique. Le deuxième aspect dont je vais vous parler, c'est l'agroécologie. L'agroécologie, c'est quelque chose qui est inévitable en termes de santé publique et en termes de santé environnementale. Et pourtant, là encore, on peut engager un certain débat. La vision dont certains politiques ont de l'agroécologie et la manière dont elle est retranscrite dans les grands médias est une manière qui me semble très discutable et auquel il faut ramener quelques données importantes pour comprendre qu'on ne peut pas faire n'importe quelle agroécologie. Alors, la première chose dont je vais vous montrer, c'est que tout de même, c'est voilà ce qu'a apporté l'agriculture moderne. Elle a permis, en Allemagne, par exemple, ici sur cet exemple, qui est des données tirées de la FAO, de la Food Agricultural and Organization, elle a permis de multiplier par 2 les rendements de blé en Allemagne, en France et en Angleterre. Et si je vous montre ce résultat, c'est pour vous montrer derrière un autre fait, c'est que dans le monde, on a cessé de voir, et en pourcentage, c'est les courbes grises, et en nombre de populations, on a cessé de voir reculer la faim dans le monde. Et donc, il faut bien se rappeler que la performance agricole, c'est d'abord un outil de lutte contre la faim dans le monde. Cette faim dans le monde, elle est loin d'être terminée. Si vous regardez ces chiffres, en Afrique, alors certes, en pourcentage, en gris, on voit la proportion de population de moins en moins en proportion, mais en nombre, on a de plus en plus de gens qui sont affamés. Et en Océanie du Nord, si vous excluez l'Australie et la Nouvelle-Zélande, vous avez des gens qui sont de plus en plus nombreux à manquer en alimentation. Et je vais vous amener encore un autre élément de réflexion pour vous dire, attention, quand on parle d'agroécologie, à ne pas perdre cette idée de performance agricole. Si vous regardez des chiffres de la FAO, en 1960, on était 2 humains pour 1 hectare arable. En gros, chaque humain sur Terre disposait d'à peu près un demi-hectare pour se nourrir. En 2007, on ne disposait plus que de même pas 1/4 d'hectare. Et en 2050, on disposera encore de beaucoup moins d'hectares, 0,18 hectares par humain. Alors, quand vous parlez d'une augmentation de la population mondiale, que vous parlez d'une diminution de la surface arable rapportée au nombre d'habitants sur Terre, vous ne pouvez pas engager un débat sur l'agroécologie sans vous préoccuper de la performance agricole. Et je vais vous montrer un modèle qui probablement n'est pas forcément très viable. C'est une publication très récente de 2017 dans PNAS. Alors PNAS, pour donner une idée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le journal, c'est la revue de l'Académie des sciences américaines. C'est un journal en termes de performance, en termes de reconnaissance, qui est à l'image de Nature et de The Science, pour vous donner un peu l'importance du journal. Et ça, c'est le fruit d'une expérimentation en grande échelle qui compare une agriculture conventionnelle en orange, une agriculture biologique en vert, et une réduction d'intrants en jaune. Et ce que vous regardez, c'est à la fois pour le maïs, pour le soja et pour le blé, à peu près dans toutes les situations, une division par 2 de l'efficacité de la production agricole quand on passe d'un modèle conventionnel, dont on pourrait discuter du bienfait, à un modèle d'agriculture biologique. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut vraiment faire attention à l'aspect global des choses. Il y a des gens qui continuent de manger avec beaucoup de difficultés dans le monde. Et je vais vous parler aussi d'un exemple français. Quand vous regardez cette courbe, en 1960, un Français, en moyenne, il dépensait 1/3 de son salaire pour se nourrir. Actuellement, on est entre 15 et 20 %.
Le risque d'une agriculture non performante, c'est le renchérissement de l'alimentation. Et quand vous regardez ce qui se passe en ce moment sur le renchérissement des carburants, je ne fais aucun dessin sur ce qui pourrait se passer en termes de renchérissement des denrées alimentaires. On a un devoir social en tant que penseur de l'alimentation de demain. On ne peut pas exclure cet aspect humain des choses pour des populations qui ne sont pas des habitants des centres-villes aisés. Le dernier point, c'est est-ce que l'alimentation industrielle est vraiment dégueulasse? Et vous avez un exemple d'un monsieur qui a très longtemps officié à la télé et qui n'a cessé de répéter que l'alimentation industrielle, c'était de la merde. Alors c'est quelque chose qui m'embête parce que c'est un peu mon métier, c'est pas complètement juste. On peut dans toutes les professions avoir des moutons noirs, nous en avons bien entendu, mais je voudrais insister sur 3 aspects importants de l'alimentation industrielle. L'apport en sel, est-ce que l'alimentation industrielle réellement apporte plus de sel? Et vous comprendrez pourquoi je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ce choix. Est-ce que l'alimentation industrielle amène à plus de dépenses énergétiques? Et est-ce que l'alimentation industrielle n'est pas là pour intervenir sur un rapport de tâches partagées entre l'homme et la femme? Prenons le premier point, l'alimentation comme un vecteur de maladie. Alors vous avez énormément de publications qui sont sorties, dont une, la dernière, celle-ci, qui vient d'un chercheur de l'INRA, halte aux aliments ultra-transformés. Alors la première question, qu'est-ce qu'un aliment ultra-transformé? Alors vous avez l'exemple dans mon dos, là, vous avez l'exemple du jambon fumé Bayonne. C'est un aliment ultra transformé. Un yaourt, c'est un aliment transformé. On pense toujours à des plats préparés, etc. Mais vous avez des aliments qui vous paraissent extrêmement simples. En gros, à peu près 80% des aliments qu'on consomme sont des aliments ultra transformés. Alors j'ai choisi celui-là parce qu'il est très riche en sel. Attendez, je reviens derrière. Voilà. Il est très riche en sel et il présente un inconvénient majeur en termes de santé publique. Cet inconvénient, c'est les accidents vasculaires cérébraux. On suit depuis très longtemps qu'il y a une relation très forte entre la consommation de sel et les fréquences d'accidents vasculaires cérébraux. L'exemple finlandais est un cas d'école. Les Finlandais étaient les gens qui mangeaient dans le monde probablement le plus salé et qui avaient les fréquences d'accidents vasculaires cérébraux les plus importants. Et les Finlandes a choisi d'avoir une politique extrêmement dure en termes de communication sur le sel et en même temps en termes d'imposition sur le sel. Et on s'est aperçu qu'au cours des années, il y avait une chute de la consommation de sel en Finlande et que parallèlement, dans la courbe centrale, vous voyez, on a une diminution de la mortalité en parallèle de la diminution de la consommation de sel, une diminution de la mortalité par accidents vasculaires cérébraux. Donc oui, le sel, c'est important. Alors regardons en détail des aliments industriels. On va prendre un premier cas, le bouillon de poule. Est-ce que le bouillon de poule apporte beaucoup trop de sel? Alors je vous ai pris la sacro-sainte règle du 1-10-100 des Italiens, la bonne règle pour cuire des pâtes, et si vous le calculez, ça vous fait 10 grammes par litre. Et si vous prenez les recommandations de bouillon de poule, ben vous arrivez à 9 grammes par litre. En gros, à peu près la même chose que la règle des Italiens. Prenons le deuxième produit, qui est un produit pour bébé. Et j'ai pris une recette d'une purée, et quand vous regardez la recette et que vous faites le calcul, vous arrivez à un taux de sel 2 fois supérieur au taux de sel présent dans l'aliment tout fait pour bébé. Et si vous laissez une maman faire, elle va faire sa purée selon ses propres goûts, et il y a probablement grande chance qu'elle offre à son bébé une purée 2 fois supérieure en concentration de sel à une purée fabriquée par un industriel. Dernier produit, les tomates, la soupe en tomate à réhydrater. Si vous faites le calcul et que vous réhydratez la tomate, vous obtenez une soupe dont la teneur en sel est à peu près 2 fois inférieure aux préférences alimentaires, préférences qui avaient été déterminées dans un journal en 1999. Alors, continuons le débat et partons sur est-ce que l'industrie alimentaire consomme plus d'énergie fossile? Alors pourquoi je m'intéresse à l'énergie fossile? Tout simplement parce que regardez, non seulement on a des belles illustrations en ce moment sur les ronds-points, mais si vous regardez ici ce qu'on appelle le peak oil, c'est-à-dire le maximum de production possible de pétrole, la courbe en rouge, vous voyez qu'on est pratiquement au peak oil. C'est-à-dire que demain, on va avoir de moins en moins de pétrole. Après-demain, on aura de moins en moins de gaz, et après-demain, on aura de moins en moins d'uranium et de moins en moins de charbon. Donc il y a une vraie problématique énergétique, et c'est un problème majeur. Et ce problème majeur, il ne concerne pas que les déplacements, il ne concerne pas que la lumière, il ne concerne pas que le chauffage, il concerne l'alimentation de manière extrêmement aiguë. Quand vous mangez, vous cuisez. Alors, j'ai pris un exemple d'une publication extrêmement récente, de 2018, regardez, extrêmement récente, qui compare différents facteurs, et j'ai choisi sur tous ces facteurs-là de me centrer
que sur l'aspect énergétique, l'usage des carburants fossiles. Et qu'est-ce que vous regardez? La conclusion des gens qui ont travaillé là-dessus et qui ont comparé la fabrication d'un plat traditionnel à la maison en bleu et par l'industrie en orange, on a, bon an, mal an, à peu près la même consommation d'énergie. Pourquoi? Tout simplement parce que l'outil industriel, vous regardez, la moitié de l'énergie d'abord, dans les deux cas, est consommée par la production d'ingrédients alimentaires, mais quand vous cuisez un aliment à la maison, vous avez, sur l'ensemble de l'énergie utilisée, 30% qui provient de votre méthode de cuisson. En industrie alimentaire, l'outil est beaucoup plus performant, on arrive à 13%. Où est-ce que l'industrie alimentaire pêche? Dans le transport, effectivement, on a 18% au lieu de 10%, et surtout 14% d'emballage, le problème de l'emballage qui est un problème récurrent. Si vous prenez maintenant la stérilisation, c'est-à-dire la fabrication de conserves, alors là c'est sans commune mesure. Si tout le monde se mettait à faire des conserves ménagères, il nous faudrait multiplier par un nombre inconsidérable le nombre de centrales nucléaires. Tout simplement parce que l'outil industriel ici est extrêmement performant en termes de récupération d'énergie, en termes de barème de stérilisation. Alors, à quoi ça sert au fait de stériliser un aliment? Tout simplement à éviter de tomber malade. Et le grand problème de l'alimentation, c'est la stérilisation, la suppression des bactéries pathogènes. Et regardez cette courbe de l'INED, elle est très intéressante. 1871, M. Pasteur explique aux mamans qu'il faut stériliser les biberons, stériliser le lait. Et à partir de ce moment-là, bien avant l'invention de la pénicilline, vous avez une diminution de la mortalité infantile. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans l'alimentation, la conserve consomme de l'énergie, elle nous permet de manger dans les périodes hivernales, elle nous permet d'éviter de tomber malade. Mais ça représente un coût énergétique considérable et l'industrie est un moyen d'économiser cette énergie qui sera de plus en plus rare. Alors, dernier point, qu'apporte l'agroalimentaire? Alors, je vais juste vous faire une petite comparaison entre les hommes et les femmes. En rouge, le temps ménager des femmes, en bleu, le temps ménager des hommes. Vous remarquerez, qui travaille beaucoup à la maison? Les femmes. Et sur le temps ménager des femmes, un tiers du temps ménager se passe en cuisine. Et quand vous regardez entre 1985, 1998 et 2010, vous avez une réduction très importante du temps passé en cuisine. Et quand vous comparez parallèlement à la consommation de plats préparés qui n'a cessé de croître depuis les années 60 et l'augmentation des conserves de légumes et de pommes de terre qui ont cessé de croître, la question iconoclaste que m'a posée une collègue, une femme qui fait la cuisine, c'est de me dire, est-ce que l'agroalimentaire n'a pas été parmi les facteurs aidant à l'accession du travail aux femmes? Petite question iconoclaste que je vous pose ici. Alors, en conclusion, ce qui est important de dire, c'est que peut-être il y a des problèmes d'échelle de temps. Non seulement la vision des choses est une vision un peu centrée des centres-villes, la manière dont on analyse des problèmes alimentaires se vient des centres-villes un peu aisés, mais surtout un problème d'échelle de temps. Quand vous comparez, par exemple, la politique agricole de ministère, la PAC, on est en préparation pour 2027, quand vous allez avoir pratiquement plus de pétrole en 2070, plus de gaz en 2100, et plus de charbon et de matériaux fissiles en 2150. Et ce problème d'échelle, on peut le représenter aussi, par exemple, la différence entre la PAC 2027 et la FAO, qui, elle, programme à 2050. La FAO, son problème, c'est d'assurer la sécurité de la subsistance des gens, l'approvisionnement en aliments. Et quand vous regardez les différents scénarios de coupe démographique, regardez, la prévision est à 2100. Quand vous regardez la prévision de l'INSEE sur le vieillissement de la population, on va passer de 17% à plus de 65 ans à 28%. Regardez la prévision 2070. Il me semble que quand on s'occupe de rénover la manière de produire des aliments, de les transformer, il faut prendre en compte des échelles beaucoup plus grandes en termes de temps, regarder de manière beaucoup plus globale la surface de la planète pour avoir une analyse qui soit plus juste dans la réforme à conduire en matière agricole et en matière d'alimentation. Je voudrais remercier Pixabay pour la fourniture des images gratuites et je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir fait confiance ainsi que votre présence. Merci à vous.